Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors ici, on alimente ni ne craint les polémiques, nous préférons les étudier, les décrypter et cela va occuper une bonne partie de cette édition. Premier sujet, la CNIL a sanctionné le ministère de l'Intérieur pour son recours aux drones de surveillance. Elle lui demande de cesser toute utilisation jusqu'à nouvel ordre. Alors quels sont les manquements constatés à la loi qui ont été faits par la CNIL? Quelles questions juridiques nouvelles pose l'utilisation de ces drones? Je poserai toutes ces questions et ces interrogations à ma première invitée, Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en droit du numérique. Ensuite, je vous propose un deuxième sujet. Alors là, on va s'attaquer, même je dirais, au débat sur les messageries instantanées et leurs conditions d'utilisation. Que savent-elles sur nous? Que font-elles des données collectées? Les craintes à l'égard des modifications des conditions d'utilisation de WhatsApp sont-elles justifiées? Les désertions précipitées de l'app aux 2 milliards d'utilisateurs également. Nous mettrons tout cela à plat dans notre talk. Ensuite, troisième sujet, nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde de la donnée et la question du rôle clé qu'elle joue dans l'intelligence artificielle. Et enfin, nous conclurons par une innovation dans le domaine de la santé qui permettra de sécuriser la prise de médicaments en temps réel. Mais d'abord, donc, place à ma première invitée. La CNIL a sanctionné le ministère de l'Intérieur pour l'utilisation de drones de surveillance pendant le premier confinement. C'est notre sujet avec Vanessa Bouchara. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocate associée, fondatrice du cabinet Bouchara Avocat. On va étudier cette affaire un peu comme l'on fait devant la cour. On va reprendre d'abord les faits, s'il vous plaît. Quels ont été les faits constatés? Alors, le ministère de l'Intérieur, et plus précisément la préfecture de police de Paris, plusieurs services de gendarmerie, ont utilisé des drones pendant plusieurs périodes, pendant les périodes de confinement, mais aussi pour repérer un certain nombre de lieux, notamment pour faire du repérage en matière de trafic de stupéfiants, pour faire également du suivi de contrôle routier, et dans le cadre de plusieurs missions de sécurité, des drones ont été utilisés par le ministère de l'Intérieur. Alors, et le ministère de l'Intérieur justifie cette utilisation de drones de surveillance dans un cadre tout à fait légal. Exactement. Pour le ministère de l'Intérieur, il ne s'agit pas de traitement de données. On est là pour une opération particulière. On vérifie que les mesures de confinement sont appliquées. On s'attaque à un trafic de stupéfiants. On est là dans le cadre, dans un cadre bien défini pour lequel en fait la donnée n'est pas centrale et il ne s'agit pas de traitement de données. Ça a été la principale question qui a opposé la CNIL, mais pas seulement la CNIL, je vous le dirai tout à l'heure également le Conseil d'État, au ministère de l'Intérieur. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, et elle considère que ces drones de surveillance ont effectué des collectes de données. Exactement. Mais la CNIL, elle est en charge de la protection et de la sauvegarde de nos libertés individuelles. Donc aujourd'hui, les données personnelles, vous le disiez tout à l'heure, sont partout. On est chacun confronté au quotidien à l'utilisation de données personnelles. Et là, qu'on navigue sur un site, qu'on accepte l'utilisation de nos données, et la CNIL, en tant que garante, c'est auto-saisie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un droit d'auto-saisine. Donc, c'est auto-saisie de ce qu'elle a estimé être une potentielle atteinte aux droits et libertés fondamentales des individus sur leurs données personnelles. Où est-ce que la CNIL a vu qu'il s'agissait de traitement de données personnelles, là où le ministère de l'Intérieur dit pas du tout? En fait, la CNIL s'est interrogée. Donc, elle a commencé par envoyer une lettre de mise en demeure au ministère de l'Intérieur pour obtenir des explications. Lettre de mise en demeure qui, d'après les informations qui ont été communiquées, n'a fait l'objet d'aucune réponse. Puis, elle a envoyé un questionnaire suite à cette lettre de mise en demeure pour lequel il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Et ensuite, elle a utilisé son pouvoir de contrôle sur place et elle s'est déplacée pour faire elle-même un test en réalité de vol de drone, pour voir comment les images étaient captées, qu'est-ce qu'on en faisait et comment en pratique étaient utilisés ces drones par le ministère de l'Intérieur. Et alors donc le constat, pour en venir aux faits, en quoi le fait de filmer des scènes qui se passent dans la rue et d'en déduire certaines analyses, en quoi c'est du traitement de données personnelles? Parce que c'est du traitement de données personnelles quand les personnes sont identifiées ou identifiables. Et on estime qu'à partir du moment où les personnes sont reconnaissables, elles sont
identifiées. Donc on arrive à faire le lien entre qui elles sont et leur visage, enfin ce qu'on voit d'elles. Donc la position du ministère de l'Intérieur, très tranchée, qui consistait à dire qu'il ne s'agit pas d'un traitement de données personnelles. Il n'y avait pas de volonté explicite d'identifier les personnes qui étaient filmées. C'est ça. Et donc, en fait, leur position était à l'inverse de la position qui était assez posée, notamment celle de la CJUE depuis 2014, qui a considéré que l'utilisation ou la captation de l'image, c'est ça, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a considéré que la captation de l'image d'une personne était un traitement de données. Et cela a été repris par les principes directeurs du Comité européen de protection des données en 2020. Donc le principe était posé. En réalité, lorsque vous captez l'image d'une personne, même pour d'autres finalités, c'est un traitement de données personnelles. Ce qui a été confirmé par la CNIL et qui a également été confirmé par 2 décisions du Conseil d'État dont on a moins parlé parce que la CNIL, il y a eu de la publicité autour de la décision de la CNIL et ça fait partie de la... Oui, elle a publié récemment un communiqué. Exactement. À ce sujet. Et les décisions du Conseil d'État de mai et de décembre vont dans le même sens de la CNIL et considèrent que l'utilisation de drones implique un traitement de données personnelles et que s'il n'y a pas de base légale à ce traitement... drones embarquant des caméras. Exactement. Oui. Et s'il n'y a pas de base légale à ce traitement, on est dans un traitement illicite de données personnelles. D'accord. Alors, il y a eu d'autres manquements qui ont été reprochés, comme l'absence d'analyse d'impact. Oui. Alors, l'analyse d'impact, c'est extrêmement intéressant. En fait, ça fait une balance entre les intérêts qu'on pourrait dire extrêmement importants du ministère de l'Intérieur, qui ont besoin de surveiller une manifestation, qui ont besoin de faire des repérages et d'arrêter des gens dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, qui a besoin de contrôler le respect ou pas des mesures de confinement, et les droits et libertés fondamentaux des individus. Et en réalité, si la balance est équilibrée, ça peut fonctionner. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans la balance pour contrebalancer le fait que les images, les données de ces individus soient traitées. Donc, par exemple, on aurait pu, et dans la décision, vous voyez que le ministère de l'Intérieur a essayé de s'expliquer en disant mais on floute les images, mais on aurait pu, dans cette analyse d'impact, expliquer comment on floute les images. On aurait pu aussi expliquer que les individus sont prévenus. Peut-être des messages du drone qui explique attention, vous êtes filmé, ces images seront utilisées. Alors, si on surveille des trafics de drogue, c'est un peu compliqué. Non, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que mais des mesures auraient dû être prises pour répondre à ces questions de traitement des données personnelles. Un des commissariats, je crois celui de Cergy-Pontoise, s'était défendu dans le cadre de cette procédure en expliquant qu'ils avaient envoyé des messages vocaux qui disaient « dispersez-vous, dispersez-vous ». Et ils ont dit ça, c'est une information préalable. Non, ce n'est pas une information préalable sur le traitement de données. Et les sanctions, alors? Parce que difficile de sanctionner l'État, non? C'est intéressant. Effectivement, l'État n'est pas sanctionnable en tant que tel, du moins financièrement par la CNIL. La CNIL a simplement le pouvoir d'enjoindre l'État à cesser sans sanction financière et pécuniaire en face. Et la CNIL a également le pouvoir de publier la décision. Et c'est la raison pour laquelle la publication de décision a l'impact que voulait la CNIL, à savoir une communication assez large autour du sujet et en fait tempérer un peu les ardeurs de l'État et de l'utilisation de drones à grande échelle sans cadre particulier. Voilà, donc toute la question, c'est de trouver le bon cadre pour la suite. Et ça pose peut-être, on peut faire un parallèle avec l'utilisation des caméras de surveillance. Exactement. L'utilisation des caméras de surveillance se développe de plus en plus. Pour l'instant, la CNIL est pas du tout favorable. On a des villes comme Nice qui ont mis en place des tests. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez les tests qui ont été faits à Nice, ils se sont assurés du consentement des données, du consentement des personnes dont l'image était reprise, donc en faisant un test à petite échelle. C'était pour un festival. Simplement, les personnes qui rentraient par une entrée particulière, ils avaient des bracelets pour manifester leur consentement. Donc il y avait tout un process qui était mis en place pour s'assurer du consentement des personnes dont l'image était utilisée. Consentement éclairé. Exactement. Merci beaucoup, Maître Bouchara, avocate associée fondatrice du cabinet Bouchara Avocat, pour justement ces éclairages sur cette question. Avec plaisir. On va tout de suite aborder une autre discussion, des débats autour des messageries instantanées et ce qu'elles font justement de nos données personnelles.
Une annonce de Facebook sur les modifications des conditions d'utilisation de WhatsApp, un tweet d'Elon Musk invitant à lui préférer l'appli Signal ont enflammé les débats sur la question de la confidentialité des messageries instantanées. Alors je rappelle quand même que WhatsApp, c'est l'app la plus téléchargée en 2020, qu'elle a battu un nouveau record avec 1,4 milliard d'appels passés au Nouvel An. Cela dit, quand même, face au tollé, fort est de constater qu'il y a eu des vagues de départ et des grands questionnements. WhatsApp a du coup esquissé un mouvement de recul. Elle retarde le déploiement de ces nouvelles conditions d'utilisation au 15 mai, le temps de bien expliquer sa démarche et de rassurer. Alors, est-ce que c'est seulement un problème de pédagogie? On en parle avec Thomas Besnières, docteur en cryptographie, cofondateur de la messagerie chiffrée et française Olvid. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez Z France et Afrique francophone. Et également en visio avec nous, Claire Poisson, avocate associée au cabinet Berset. Alors Maître Poisson est notamment membre de l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, la FCDP. Et on va démarrer ensemble. Bonjour Claire Poisson. Bonjour. Première question, donc, que savent les messageries instantanées sur nous? À peu près tout ce que vous lui donnez, si c'est prévu dans les conditions d'utilisation auxquelles vous avez adhéré en utilisant le service. Alors, à peu près tout, on va quand même éclairer un peu ça, parce que, par exemple, les messages que nous envoyons sur ces messageries, non. On ne les partage pas avec l'opérateur. C'est effectivement le cas, mais les photos peuvent être utilisées, par exemple, en fonction des conditions d'utilisation. Facebook Messenger prévoit bien la possibilité d'utiliser les photos et vos contacts. Donc, on a accès quand même à pas mal de choses vous concernant. Donc les photos, les contacts, est-ce que vous voulez compléter en plateau sur les données qui sont disponibles auprès des opérateurs de messagerie? Volontiers, oui. Donc les données qui sont partagées, donc on dit souvent que les données sont chiffrées, c'est pas du tout le cas de tout le monde. Si on prend le cas de Telegram, par exemple, qui est une des messageries qui connaît un gros boom en ce moment, les messages ne sont pas chiffrés de bout en bout. C'est-à-dire que pour l'opérateur, donc pour Telegram, les messages sont en clair. C'est-à-dire que toutes vos conversations sont accessibles ouvertement par l'opérateur. Une petite option bien planquée dans Telegram qui vous permet d'éviter ça quand vous êtes à 2, mais dès que vous êtes 3, tout est en clair. Donc vous avez la sécurité de l'email avec une messagerie qui fait beaucoup de communication sur la sécurité. Donc non, toutes les messageries ne chiffrent pas. C'était le cas de WhatsApp, c'est le cas de Signal, c'est le cas d'Olvid. Mais il y en a beaucoup. D'accord. Donc parfois, les messages peuvent être utilisés. Alors, on verra justement à quelle fin. Je voudrais revenir à Claire Poisson. Donc, ces collectes de données personnelles, a priori, sont encadrées par les conditions d'utilisation. Donc, rien d'illégal. Non. Si c'est bien clair et si l'information est claire, lisible et apporte un consentement, on va dire, éclairé de l'utilisateur, oui, il n'y a rien d'illégal. Et c'est là tout le sujet justement de ces conditions d'utilisation. Elles sont souvent très peu claires. Oui, c'est un peu le souci, c'est que personne ne les lit, effectivement. Voilà. Benoît Grunemwald, est-ce que aujourd'hui vous diriez que sur ces messageries instantanées, on est dans une position dangereuse, très exposée à des dangers sur nos données personnelles? La question, c'est surtout de savoir contre qui on souhaite se protéger quant à nos données personnelles. Est-ce qu'on souhaite se protéger contre des gouvernements, contre des cybercriminels, contre des cyberdélinquants ? Il ne faut pas oublier que dans les cyberattaques, si on n'est pas face à un gouvernement, la plupart du temps, la cyberattaque provient de l'intérieur. Donc, dans notre cas de la vie privée, est-ce qu'on doit plutôt se protéger d'un gouvernement qui écouterait ce que l'on dit ou de violences numériques d'un conjoint, par exemple, qui pourrait procéder à du cyberharcèlement. Et là, finalement, quelle que soit la messagerie, on va se demander comment se protéger soi-même de l'accès à sa messagerie, et pas uniquement sur les serveurs qui pourraient être accédés par des gouvernements, mais bien par son propre téléphone qui pourrait être accédé pour... Et quels sont les points en particulier qu'on doit surveiller quand on utilise une messagerie ? Alors, est-ce que cette messagerie, effectivement, chiffre de bout en bout les messages, mais également les métadonnées, les éléments qui permettent aux serveurs de communiquer, mais également à des utilisateurs externes qui pourraient savoir, grâce à ces informations, où vous vous trouvez et corréler cela avec d'autres informations. Comme type de métadonnées, qu'est-ce qu'on a ?
On a les adresses IP, la position géographique, on peut avoir également des informations sur des images, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait chiffrer ou envoyer une image, mais que l'information qui caractérise l'image, telle que sa taille, sa GeoIP, elle ne soit pas chiffrée. D'accord. Donc, surveiller s'il y a bien un chiffrement, y compris des métadonnées, vérifier les permissions de l'application aussi. Complètement, vérifier que celle-ci ne s'octroie pas trop de permissions. Alors en général, on a des petits messages d'alerte quand on doit partager une photo, on nous dit merci de nous donner accès à toutes vos photos. Complètement, et alors du coup c'est difficile de dire je vais interdire l'accès à mon appareil photo à une application qui par essence permet soit de partager des photos, soit de partager des images. La question aussi c'est qu'est-ce que l'on envoie et qu'est-ce que le serveur va stocker. Et dans ce cas-là, il faut savoir et prendre conscience qu'effectivement des informations peuvent partir. Maintenant, dans le cadre d'une utilisation privée, est-ce que c'est gênant ou est-ce que ça ne pose pas de souci? Si on est sur une utilisation privée et professionnelle, dans ce cas-là, ça peut être plus compliqué. On a vu notamment que certains groupes dans WhatsApp pouvaient être envoyés par lien. Donc si je veux vous ajouter à un groupe WhatsApp, je peux vous envoyer un lien. Et malheureusement, il y avait un problème de configuration qui faisait que ces liens étaient indexés dans des moteurs de recherche. Donc vous cherchiez des liens par une commande assez simple et vous arriviez sur des éléments qui vous permettaient de rejoindre des conversations. Alors vous n'aviez pas l'historique des conversations, mais vous aviez l'intégralité des participants. Et dans ce cas-là... Et on vous voit pas forcément, enfin en tout cas, on vous identifie pas forcément comme un intrus, puisqu'on voit juste un numéro apparaître. Alors sur un groupe familial d'une dizaine de personnes, ça se voit. Par contre, quand on est dans un milieu professionnel qui peut parfois avoir des dizaines, voire des centaines de personnes, on est beaucoup plus anonyme et surtout on peut récupérer les contacts qui sont déjà présents dans le groupe, récupérer des photos, les numéros de téléphone et pourquoi pas avec la photo faire un Google recherche inversé et essayer de retrouver la personne. Alors surtout si on est dans un groupe de travail où les gens sont sur LinkedIn ou actifs sur les réseaux sociaux, il est assez facile de récupérer des informations sur les utilisateurs. Thomas Besnières, c'est ça qui nous chiffonne aujourd'hui chez WhatsApp, c'est cette prise de conscience de l'ensemble des données auxquelles elles accèdent? C'est l'impression que j'ai quand je regarde les interventions sur les réseaux sociaux. Les gens ont pris conscience. Alors WhatsApp, pour nous, c'était pas un secret qui faisait ce genre de choses-là. C'est ce qui nous a aussi amené à créer le vide. Mais on voit qu'aujourd'hui, les gens ont pris conscience de ça et que ça ne leur convient pas. Et quelque part, j'en suis ravi, d'une certaine manière, que les gens en prennent conscience. Parce que moi, c'est un comportement, celui de WhatsApp, que je trouve abject. Et c'est un business model qui, moi... Alors quand même, les fondateurs, il faut rappeler qu'à l'origine, les fondateurs avaient créé cette messagerie comme un outil, justement, hyper confidentiel, chiffré de bout en bout. Alors, entre-temps, ça a été revendu à Facebook. Oui, et puis surtout, c'est pas vrai. C'est-à-dire que WhatsApp, à l'origine, n'était pas chiffré de bout en bout du tout. Ça a été bootstrappé en 3 semaines, je crois. Ce qui, en termes d'entrepreneuriat, est formidable. En termes de confidentialité, c'est une catastrophe. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le sujet. Il s'agissait de combattre le SMS. Enfin, la sécurité n'était pas... En tout cas, c'est ce qu'ils ont ensuite apporté comme protection. Alors après, ils ont essayé et ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'apporter du chiffrement de bout en bout, mais ils ont utilisé la même clé de chiffrement dans tous les devices. Ce qui fait que si vous l'aviez installé, vous aviez la clé pour déchiffrer les communications de tous les autres. Donc ça n'avait pas tellement de sens. Et ensuite de quoi, ils ont intégré la technologie de Signal, justement, dont on parle beaucoup maintenant. Parce que c'est le même fondateur. C'est pas le même fondateur. Non, c'est pas le même fondateur, mais par contre WhatsApp se disant il va falloir qu'on prenne une technologie qui fonctionne, on va aller en prendre une qui existe déjà, et ils ont été acheter la technologie de Signal pour l'intégrer dans WhatsApp, et c'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à avoir du chiffrement de bout en bout. Ah bon, moi j'ai un doute sur le fondateur, mais on en reparlera. Claire Poisson, qu'est-ce que ces messageries font de nos données? Comment elles sont autorisées à les exploiter? Elles sont autorisées à l'exploiter parce que dans le cadre de leurs conditions d'utilisation, on leur a permis d'exploiter, notamment à des fins commerciales, pour faire ce qu'on appelle de la publicité ciblée. Il faut comprendre que le service est gratuit en fait pour les utilisateurs et qu'en contrepartie, le produit, c'est nous. C'est-à-dire que, on nous fait du marketing ciblé dans le cadre de nos réseaux sociaux, dans le cadre de partage de nos communications, bien évidemment. Ce sont des sociétés qui doivent rester dans le profit et qui donc doivent trouver une rémunération, une monétisation de nos données.
Alors effectivement, d'ailleurs, l'objectif des modifications de conditions d'utilisation de WhatsApp, c'est clairement d'apporter des fonctionnalités pour les entreprises et les professionnels qui voudraient diffuser des messages commerciaux ou des publicités ciblées. Alors ça, on peut comprendre que ce soit un business model. Bon, après, la question, c'est en France. Quel impact peut avoir cette modification? Parce que, Claire Poisson, en France, on a quand même le RGPD qui fait qu'il y a un cloisonnement, normalement, entre chaque service. C'est-à-dire que Facebook et WhatsApp, parce que c'est là le nerf de la guerre, a priori ne peuvent pas partager leurs données en Europe. Si, ils le peuvent à partir du moment où c'est prévu dans leurs conditions d'utilisation et que l'utilisateur en est clairement informé et y consent en utilisant le service. C'est tout à fait légal de le prévoir. En revanche, ce qui n'est pas légal, c'est de le faire sans notre consentement ou nous obliger à consentir, sinon le service nous est bloqué, suspendu. C'est ce qu'a essayé de faire WhatsApp là, dans sa notification envoyée aux utilisateurs, en nous sommant quelque peu de nous interdire l'accès au service si nous ne consentions pas intégralement aux modifications de ces conditions d'utilisation. Oui, alors effectivement, et du coup, ils ont fait une petite marche arrière en annonçant qu'ils allaient prendre un peu plus de temps pour expliquer ces modifications de conditions d'utilisation. Mais cela dit, qu'est-ce qui va se passer au 15 mai ? Alors, l'autorité de protection des données personnelles italienne, par exemple, a déjà saisi le Comité européen de la protection des données pour comprendre ce que faisait WhatsApp, parce que c'était pas clair du tout. D'un côté, il y avait un message comme quoi les ressortissants, enfin ça ne serait pas appliqué en Europe. En même temps, il y avait un autre message qui disait que c'était appliqué uniquement pour les professionnels au niveau de l'Europe. Et vous, en tant qu'utilisateur personnel, vous receviez-vous cette notification de consentir de façon générale. Donc l'autorité italienne a dit on ne comprend rien, saisissons le comité européen pour comprendre effectivement la démarche de WhatsApp. Oui, alors ça me rassure parce que moi, j'ai vu les réponses de WhatsApp qui dit « Cette mise à jour inclut des nouvelles options auxquelles les utilisateurs auront accès pour échanger avec des entreprises via WhatsApp. Et en même temps, WhatsApp ne partage pas les données des utilisateurs européens avec Facebook pour lui permettre d'améliorer ses services ou à des fins publicitaires. » Donc, effectivement, on ne sait pas très bien où on va au 15 mai. Ça leur laisse aussi le temps peut-être d'être au clair sur cette... Le temps de reprendre un petit peu leur communication. D'être au clair sur ça. Qu'est-ce qui est chiffré, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les messageries? Vous allez me dire, ça dépend des messageries, Thomas Besnier? Alors, ça dépend des messageries. Ce qui ne l'est quasiment jamais, c'est le fait que vous êtes en train d'utiliser et avec qui. Donc, que ce soit dans Signal ou dans WhatsApp, par exemple, à un moment donné, dès que vous l'installez, vous devez partager votre numéro de téléphone. C'est la première chose qu'on vous demande, parce que, en fait, sur ces réseaux-là, vous êtes votre numéro de téléphone. Et à chaque fois que vous allez commencer à discuter avec quelqu'un, en fait, vous allez avoir une sorte d'annuaire central, par WhatsApp, typiquement, qui va vous mettre en relation avec tel numéro de téléphone avec qui vous voulez parler. Ça veut dire qu'ils savent en permanence avec qui vous parlez, à quelle heure. Ils ont vos adresses IP, ils ont toutes sortes de données de cette nature-là. Donc, rien que le fait qu'ils connaissent votre réseau social, c'est déjà une information qui est hyper importante. Bon, je vais faire un peu de provocation, mais finalement, est-ce que c'est pire que d'avoir une page Facebook et de raconter toute sa vie en clair dans des posts publics, Benoît Grunemann? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit que l'on veut quitter WhatsApp, on a des motivations. Et est-ce que si on veut aller au bout de ces motivations, ça veut dire qu'il faut complètement arrêter Facebook, Gmail et autres? Ça semblerait cohérent en tout cas. Ça semblerait cohérent. Maintenant, il faut trouver des alternatives qui soient aussi proches de l'utilisateur et qui soient aussi sécuritaires et où on va pouvoir emmener sa famille, par exemple, ou emmener son groupe de travail. Alors là, on voit déjà donc, des migrations, notamment vers Signal. Comment vous expliquez le succès en particulier de Signal, Thomas Besnier? Je sais que vous êtes un concurrent. On est très concurrent, mais je peux répondre. Je vais répondre honnêtement. Je pense qu'ils ont une image qui est excellente. C'est-à-dire que ça a été fait par des gens qui sont depuis des années, on va dire, point levé contre les gouvernements, contre l'espionnage, contre toutes sortes de choses. Et ils sont soutenus par une communauté qui les soutient parce que ça a été pendant longtemps les seuls à le faire. Donc ça, il faut leur reconnaître ça. Et on le reconnaît. C'est américain, c'est centralisé, il y a toujours un annuaire, vous êtes toujours un numéro de téléphone. Nous, il y a beaucoup de choses qui nous chiffonnent. Et si on a lancé le vide, c'est justement parce qu'en fait, on pense que techniquement, ça n'est pas à la hauteur de leurs prétentions. Voilà.
Donc, on a essayé... Donc si on veut vraiment avoir des conversations privées, sécurisées, quel est le modèle que vous avez imaginé dans Olvid? Concrètement, qu'est-ce que ça change? Mais ce que ça change, c'est on s'est dit quand on a commencé, on va faire un produit qui permet aux gens d'avoir exactement la même sécurité qu'une vraie conversation à huis clos. Il ne faut pas qu'on puisse identifier les gens, il ne faut pas que notre serveur puisse dire « Ok, je sais que Thomas ou tel 06 est en train de parler à tel autre, on ne veut pas connaître sa géolocalisation, on ne veut pas avoir la moindre idée. En fait, on ne veut avoir absolument rien, strictement rien, y compris, on ne veut pas avoir le graphe social. C'est-à-dire qu'on veut juste pouvoir dire aux gens, vous installez Olvid, vous l'utilisez. Le pitch est simple. Comment je crée ma communauté s'il n'y a pas d'annuaire centralisé, si je ne partage pas mes contacts? Eh bien, parce qu'en fait, la différence, c'est plutôt qu'avoir une plateforme qui vous pousse des nouveaux amis, 500 personnes qui tout d'un coup seraient dans votre carnet d'adresse, et bien en fait, c'est vous qui décidez, au degré à gré, de dire voilà, j'aimerais parler avec telle personne. Vous lui envoyez une invitation, ça vous pouvez le faire par SMS, par mail, peu importe. Elle l'accepte. Là, il y a de la cryptographie, un peu de haute voltige qui entre en jeu entre votre téléphone et celui de votre destinataire. Et c'est un lien aussi qui est partagé? Alors, c'est un lien, mais la cryptographie qui va être enchaînée après ce lien-là fait qu'en fait, vous êtes totalement protégé au sens où vous avez une garantie cryptographique, donc prouvable mathématiquement, que quand vous discutez avec cette personne-là, c'est bien celle-là qui va recevoir le message et personne d'autre. Quand vous recevez un message, vous savez que il provient de cette personne-là. Et nous, qui opérons le service, on n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'on n'obtient aucune information sur le fait que c'est vous qui êtes en train d'échanger. Vous ne récupérez pas la fiche contact en fait, de la personne? Typiquement, on ne demande jamais d'accès à votre carnet d'adresse. Vous ne partagez avec nous aucun numéro de téléphone, aucune adresse email. Et pour les photos, alors, par exemple? Mais pour les photos aussi, on nous a interpellés, on nous a dit, mais enfin, on ne comprend pas, quand je partage une photo avec Olvid, on ne me demande pas l'autorisation d'accéder aux photos. Oui. Mais parce qu'on a une technique qui est mise à disposition par Apple en particulier, qui nous permet de dire, OK, on lance quelque chose qui vous permet, vous, d'accéder à vos photos, vous les voyez sur votre écran, mais nous, on ne les voit pas à ce moment-là. La seule photo que l'application verra, c'est celle que vous avez décidé de partager avec. Et si derrière, vous ne partagez plus aucune photo, Olvid n'a pas le droit d'y accéder. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est très important pour moi, pour WhatsApp en particulier. Quand vous décidez de partager une photo, en fait, ce que vous décidez, c'est pas de partager cette photo, c'est de partager l'intégralité de toutes les photos que vous avez prises et de toutes celles que vous prendrez. Et ça, je trouve ça terrible. C'est terrible comme accès. La moindre erreur, la moindre photo prise que vous allez supprimer, c'est quelques fractions de secondes. Vous dites, bon, je l'ai effacé dans la seconde, c'est pas grave. Pour une application, une seconde, c'est une infinité. Et toutes les photos qu'on reçoit sont enregistrées dans notre téléphone aussi. Tout à fait. Alors, ce n'est pas le cas donc, sur Olvid? Non. Alors là, c'est vraiment un outil dissocié. On dissocie complètement et on essaie, nous, quand on fait notre développement, enfin on essaie, c'est ce qu'on fait, on ne demande accès en fait à rien. Mais strictement à rien, parce qu'on ne veut pas y avoir accès, parce que c'est protecteur pour l'utilisateur. Donc on ne demande pas cet accès-là. Claire Poirson, ces questions et ces polémiques sur les messageries instantanées, elles réveillent encore le sujet de l'approche européenne et l'approche américaine qui sont différentes sur la question du croisement des données, de leur collecte, de leur utilisation. Oui, alors vous avez une approche américaine qui est que la donnée personnelle est une donnée monétaire. Et vous avez une approche européenne qui considère que la donnée personnelle est d'abord un attribut de la personnalité qui doit être protégé. Donc vous pouvez la donner et la monétiser, mais il faut avoir bien compris les tenants et les aboutissements de ce que vous avez donné comme données personnelles. Donc le RGPD est vraiment différent de la culture américaine et on est en train de construire une culture de gouvernance de la donnée personnelle à l'européenne grâce notamment aux décisions récentes de la CNIL contre Amazon et contre Google notamment. Benoît Grunemwald, est-ce que aujourd'hui une messagerie comme, on va quand même citer Signal, on va quand même citer Telegram, mais il y en a plein d'autres, et comme Olvid, donc qui avance la question du chiffrement de bout en bout et qui essaye aussi d'extraire cet outil de l'ensemble du reste de nos informations numériques, est-ce qu'elles sont davantage protégées aussi contre les attaques de pirates, contre les cyberespionnages ? Alors, il y a un élément qui est effectivement important par rapport à Signal ou à d'autres, où on se base sur le numéro de téléphone. Chez Olvid, c'est le fait de ne pas utiliser ce numéro-là, notre numéro, ce qui peut limiter également les risques de phishing et ou les risques d'utilisation malveillante pour du spam.
dans les messageries. Au plus la messagerie est connue, au plus... Même d'ailleurs les risques de fraude sur les doubles authentifications dont on parlait hier par SMS. Complètement, l'usurpation de la carte SIM par exemple. Au plus une application est connue, au plus elle a de popularité également dans son pendant cybercriminel. Donc on souhaite beaucoup de succès à Olvid. Et on leur souhaite surtout de prendre en compte le fait qu'en devenant populaires, eh bien, ils vont attirer un certain nombre de cybercriminels qui vont à la fois tester l'application. On trouve des failles, par exemple, dans Signal sur les groupes, parce que beaucoup de personnes l'utilisent et que du coup, cela a intéressé les cybercriminels qui se sont dit comment est-ce que je vais essayer de détourner cela. Donc chaque messagerie qui va croître verra son appétence pour les cybercriminels grandir. Donc pour le phishing, l'usurpation d'identité et l'utilisation. On sait que dans certains pays, WhatsApp est utilisé de façon monétaire, financière. Ce qui n'est pas le cas dans nos régions, mais on pourra imaginer qu'il y ait ces tournants vers de la monétisation. Et dans ce cas-là, il faut être encore plus prudent, comme on l'est prudent, par exemple, avec la messagerie Facebook, où beaucoup de personnes se font avoir par des liens qui sont vérolés, qui vous envoient exactement sur Messenger, qui vous envoient vers des sites de phishing ou vers des sites sur lesquels on va vous demander de monétiser votre activité. En fait, l'idéal pour un expert en cybersécurité, c'est qu'on utilise plusieurs outils, plutôt que de tous foncer sur le même, non ? Alors, oui et non. En tout cas, moi, c'est sûr que j'utilise plusieurs outils, ne serait-ce que parce que les publics avec lesquels je discute sont différents. Donc, dans ma famille, je vais discuter avec certains plutôt sur WhatsApp. Vous séparez, vous isolez. Exactement. Et puis ensuite, quand j'ai des discussions beaucoup professionnelles et plutôt à destination d'éléments confidentiels, eh bien, je me tournerai effectivement vers une application qui va respecter beaucoup plus ma vie privée et mes données personnelles que vers une application plutôt pour le loisir. Et oui, il n'y a pas un outil pour tout faire. Il faut avoir le bon outil pour chaque action également dans notre vie numérique. Thomas Besnier, est-ce que vous profitez aussi de cet effet désastreux là, de l'annonce de Facebook ? Ah, mais évidemment, c'est inimaginable. À notre échelle, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on a eu une croissance à 2 chiffres, parfois même à 3 sur une journée. C'était complètement dingue. Ah oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens ont pris conscience d'eux. Et oui, on a eu une croissance absolument phénoménale ces derniers jours. Est-ce que vous êtes capable d'absorber la charge et ce nouveau succès ? Alors, des questions se sont posées, on a vu pour Signal. On a réussi, sans problème en fait, c'est très prétentieux, mais on avait toujours rêvé que ça arrive. Et on s'est dit, si jamais ça devait arriver, il ne faudra pas qu'on se rate sur un truc technique, parce que c'est là qu'on est, au départ, qu'on a la prétention d'être très très bon. Et donc on avait tout architecturé de manière à ce que ça puisse arriver. En se disant secrètement, on ne sait jamais. Bon, c'est arrivé, et ça a tenu le coup sans problème. Ok. Et au-delà de l'architecture particulière, on peut quand même spécifier que c'est un outil français donc qui répond aussi au droit européen. Claire Poirson, on va aussi se reposer la question justement de la réaction de la France. On n'a pas beaucoup communiqué, nous. D'ailleurs, même vous avez cité l'Italie, mais peu de pays ont réagi sur ces nouvelles annonces de Facebook. Comment vous l'expliquez ? Je ne l'explique pas forcément. C'est vrai que la CNIL en ce moment se positionne comme le gendarme de l'Europe, puisqu'elle est l'une des seules à prendre des décisions assez lourdes de condamnation contre les GAFA. L'Italie vient effectivement de saisir le comité européen. C'est une bonne chose. Après, vous savez, WhatsApp aussi, l'Inde s'est saisie. L'équivalent du Conseil d'État indien est saisi effectivement, et en Turquie aussi l'autorité de concurrence a été saisie de cette question de modification des conditions d'utilisation de WhatsApp. Donc il y a un mouvement aussi international, et puis si on veut parler vraiment de la France, je pense qu'il y a aussi un enjeu de souveraineté numérique. Je pense que la période dans laquelle nous sommes a aussi suscité chez les Français un véritable enjeu d'indépendance et de souveraineté, et Olvid est français, donc je dirais cocorico. Bon, ce sera pratiquement le mot de la fin, c'est moi qui vais le faire. On ne sait pas aujourd'hui si cette marque Facebook, WhatsApp est abîmée. Bon, les choses se réparent très vite quand même dans le monde numérique. Donc un peu de clarté d'explication devrait arranger les choses. En tout cas, on peut se féliciter de la sensibilité qu'ont eu les utilisateurs sur ce sujet de la protection de leurs données et de la confidentialité. Mais on voit
le besoin d'explications quand même très important, hein, parce que tous se ruer d'un seul coup sur une autre application, c'est pas forcément la solution. Il faut y regarder de près. Merci à tous pour vos interventions. Merci Claire Poisson du cabinet Berset, Thomas Bénière d'Olvid et Benoît Grunewald d'EZ. Juste après la pause, on reste dans ce monde de la donnée pour s'intéresser au rôle clé qu'elle joue dans l'intelligence artificielle. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu Bourgeois. Bonjour Delphine. Alors, nous assistons clairement à un engouement pour l'intelligence artificielle dont les résultats obtenus dans la reconnaissance automatique d'images, de vidéos, dans l'analyse et la prédiction sont véritablement prometteurs. Toutefois, on constate également des contre-exemples. Je pense aux nombreux biais de l'IA qui montrent que pour être tout à fait opérante, cette intelligence artificielle doit utiliser les bonnes données, mais aussi être utilisée avec discernement. Alors, avant d'aborder ces enjeux et donc ce rôle clé de la donnée dans la révolution IA, pouvez-vous d'abord brièvement nous rappeler ce que vous entendez, vous, par intelligence artificielle, et est-ce qu'il faudrait peut-être que j'emploie le pluriel ? Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous et bonne année. Alors en effet, l'intelligence artificielle, pour être simple et pour simplifier, c'est un ensemble de théories et de techniques qui permettent à des machines de simuler l'intelligence humaine, par exemple en percevant la réalité via la collecte de données, en stockant de l'information via le stockage bien sûr, et puis parfois même en raisonnant un petit peu, vous verrez dans quelques instants. Alors en vérité, vous avez raison, cette intelligence artificielle doit être conjuguée au pluriel. On distingue souvent l'IA forte et l'IA faible. Je ne me lancerai pas dans le débat, mais l'IA forte est contestée sur le plan technique et philosophique. Mais l'IA faible, c'est celle qui se contente d'appliquer des instructions. Et c'est cette IA-là qui a véritablement connu un très grand engouement. Alors pour simplifier les choses, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA symbolique qui fait de la déduction, c'est-à-dire qu'on lui donne des règles, on lui donne des règles, et ce sont souvent des experts qui lui donnent des règles, c'est pour ça qu'on appelle ces IA-là des systèmes experts. Et donc à partir de ces règles, elles vont raisonner, elles vont donc aller des règles aux faits. Ces IA-là n'ont pas véritablement démontré des capacités, en tout cas généralisable importante. Par contre, il y a l'autre forme d'IA, qui est l'IA connexionniste ou numérique, qui fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle part des faits, autrement dit de centaines ou de milliers ou de millions de données, et on en déduit ensuite des règles. Donc elle fait ce qu'on appelle de l'induction, elle généralise. Et en fait, c'est cette IA connexionniste, qui fait donc de l'induction, qui a connu un très grand succès, via notamment l'algorithme d'apprentissage automatique, notamment celui développé par Yann Lequin et ses confrères, qui a été primé par le prix Turing en 2019, qu'on appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient. Alors pour simplifier, cet algorithme fonctionne de la manière suivante. En fait, cet algorithme est constitué d'un réseau de neurones artificiels que vous allez nourrir de données étiquetées. Donc vous allez lui donner par exemple des données de chiens et des données de chats, et vous allez étiqueter ces données. L'algorithme va tenter de reconnaître le chien et le chat. Il va se tromper. Quand il va se tromper, il va s'appliquer un score via un mécanisme mathématique dérivé, et il va minimiser cette réponse à l'avenir. Et quand il va en revanche découvrir avec succès la bonne image, il va s'appliquer un bon score, et il va ce qu'on appelle renforcer ce type de réponse. Donc il va apprendre par essai et erreur, autrement dit par renforcement, et au bout d'un moment, il va réussir à se tromper très peu, et c'est à ce moment-là qu'on va passer sur un environnement dit de production, c'est-à-dire de données non étiquetées. Et c'est vrai, vous avez raison de souligner que les résultats sont proprement stupéfiants, puisque dans le domaine notamment de la reconnaissance d'images, dans le domaine de la reconnaissance vocale, l'IA connexionniste a de très bons résultats. Alors les applications sont multiples, logistique, micro-ciblage, aide au diagnostic médical, CRM, etc. Donc tous ces domaines-là sont tout à fait des domaines de prédilection de l'IA connexionniste, à condition d'être alimentés par les bonnes données. Alors, évidemment, cette condition, elle est absolument cruciale, parce qu'on a certaines IA qui produisent des résultats erronés, voire même problématiques au regard de nos valeurs ou de la loi. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de dérives qui sont liées à une mauvaise collecte de données ? Oui, alors il y a deux exemples qui ont fait effectivement beaucoup de bruit à l'époque. Il y a Amazon en 2018 qui a voulu donc s'équiper d'une IA pour
pour être assistée dans le recrutement des personnels cadres de l'entreprise. Et en fait, elle a donné à cette IA-là, si vous voulez, des données sur le passé de son recrutement. Et il se trouve que dans le passé de ce recrutement, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et c'est malheureusement encore trop souvent une réalité. Il y avait en l'occurrence, je crois, 60% d'hommes. Et donc, l'IA a privilégié les candidatures masculines. Alors évidemment, on a expliqué à l'époque, on s'est ému en disant que l'IA était sexiste. Elle n'est pas sexiste, en fait, elle a reproduit les biais du passé. Google a eu des déboires aussi, puisque en 2015, elle avait mis en place une IA pour aider à la reconnaissance faciale de photos. Et elle avait nourri cette IA, si vous voulez, avec des photos d'humains qui étaient insuffisamment représentatifs et qui étaient essentiellement des personnes blanches. Et donc, quand une personne noire a tenté d'utiliser cette IA, elle a été classée dans la catégorie des animaux. Bon, alors évidemment, on s'est ému en expliquant que l'IA était raciste. Encore une fois, l'IA n'est pas raciste. Elle a simplement reproduit des biais et donc, l'IA peut produire de mauvais résultats si elle a les mauvaises données, c'est clair. Les IA ne sont pas neutres, en fait. Elles dépendent énormément de ce qu'on leur donne pour apprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous catégoriser les principaux risques, vous en avez évoqué quelques-uns déjà, qui sont liés à l'IA et nous donner aussi une piste pour les réduire? Bien sûr. Alors, les risques, il y a 3 grandes catégories de risques. Il y a des risques éthiques, technologiques et économiques. Alors, tout d'abord, éthique. Si l'IA peut nous amener à nous déposséder de toute réflexion. Il faut faire attention puisque vous savez que l'IA nous assiste beaucoup, elle nous suggère en permanence, elle nous propose, elle prédit et elle peut, si nous nous laissons aller, nous habituer ou habituer nos cerveaux à devenir fainéants et à nous laisser manipuler par des suggestions ou en tout cas à se laisser guider par des suggestions. Or les suggestions, attention, ce ne sont que des suggestions. Nous devons rester absolument maîtres de nos pensées. La deuxième problématique éthique, c'est une exposition extrême de nos existences puisque l'IA fonctionne à partir d'une collecte massive de données, notamment personnelles, et donc ça peut aboutir évidemment à une surveillance constante. Ça, c'est dans des scénarios totalitaires et puis dans des scénarios peut-être un peu plus libéraux, à une hyper sollicitation permanente puisque souvent l'IA vient vous solliciter un maximum de collecte de données, parfois de manière dérangeante, hein, et donc vous pouvez être solliciter en permanence, ce qui peut briser votre capacité de réflexion, de concentration, voilà. Donc ça, ce sont les risques éthiques. Les risques technologiques, ce sont essentiellement des risques liés à la sécurité. On imaginerait par exemple assez volontiers dans un film catastrophe, vous voyez, et ça peut tout à fait se produire dans la réalité, un cyberattaquant qui s'emparerait d'une intelligence artificielle fonctionnant en réseau et faisant fonctionner par exemple des voitures connectées et donc pouvant causer des dégâts considérables, y compris matériels. Et puis enfin, les risques économiques, l'IA en fait, par rapport à des humains, si vous voulez, elle a 2 avantages. Elle va plus vite et elle ne se fatigue pas. Donc évidemment, c'est un instrument de domination économique. De la même manière, d'ailleurs, qu'il y a une centaine d'années, les machines et le machinisme industriel devenaient un outil de domination économique par rapport à l'artisanat. Hein, l'industrie a dominé l'artisanat. Bien, l'IA peut dominer assez rapidement certaines tâches intellectuelles. Donc, c'est vrai que les États, notamment, les États, les syndicats, les secteurs doivent se protéger et doivent faire en sorte de rester maîtres absolument de leurs valeurs. Et pour terminer sur ces risques, comment justement reprendre le pouvoir? Eh bien, en maîtrisant les données. Et pour terminer, une idée de Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, qui expliquait qu'il fallait peut-être inverser la tendance et donc ne pas permettre aux IA d'accéder aux données aussi librement qu'aujourd'hui, mais plutôt leur ouvrir un accès permissionné, peut-être en fonction de scénarios au cas par cas. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat spécialisé du droit du numérique et de la donnée. Et merci pour m'avoir apporté cet ouvrage Intelligence artificielle décidée en toute connaissance de données, qui est édité par le Cercle de la Donnée. À suivre, un tout autre sujet. On passe à une découverte d'innovation, un distributeur intelligent de médicaments. À quoi ressemblera demain? Alors, parmi les innovations qui pourraient changer notre quotidien, Cécilia Sévry en a choisi une dans le domaine de la santé aujourd'hui. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Vous allez nous présenter une solution qui permettra de gérer les traitements médicamenteux en temps réel. Oui, je vais vous présenter Tess. En fait, c'est l'un des premiers outils de dispensation
connecté. Précisément, c'est un outil qui va permettre un suivi en temps réel de la médication des patients. Alors voilà comment ça se présente. Ce pilulier, il fonctionne avec des cartouches. On va se concentrer là-dessus. Pardon. Fini les plaquettes de médicaments. Maintenant, le pharmacien, quand il va devoir délivrer nos médicaments, va les mettre dans ce pilulier. C'est-à-dire qu'il va prendre, en fonction des traitements, une cartouche différente et il va mettre le nombre précis de médicaments. Ce qui est intéressant aussi dans cette technologie, c'est que dans cette cartouche, il y a 2 technologies brevetées. La première, c'est une puce électronique. Donc le pharmacien, quand il va la remplir, va mettre la posologie du médicament, mais aussi la composition du médicament et la notice avec l'heure de prise souhaitée. Il y a une autre technologie qui est intéressante dans cette cartouche et c'est important parce que jusqu'ici, on n'avait pas réussi à le faire, à contrôler qu'une seule pilule passe dans le distributeur. Et en fait, ils ont installé une petite caméra à l'intérieur de la cartouche qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, de surveiller qu'un seul médicament est distribué à la fois. Et alors, comment est-ce qu'on intègre, qu'on pose le médicament dans cette cartouche, dans ce distributeur? Alors, on a ce pilulier qui va être là. On va mettre la cartouche juste au-dessus, comme ça, on va la glisser. Et ce pilulier est équipé d'un écran et d'un système électronique. Alors, en fait, quand on insère la cartouche, le pilulier va lire la puce qui aura toutes les informations nécessaires pour le traitement. Donc, si vous devez prendre votre 3 pilules de ce traitement entre 8h et 9h, le pilulier va s'éclairer, va sonner en fonction des réglages qu'on aura choisis sur l'application, on va y revenir, et va vous dire c'est l'heure de prendre le traitement A avec la cartouche A, et vous allez en prendre 1 ou 2 ou 3. Et donc là, on aura la main c'est nous qui allons appuyer. Ça, c'est important parce que ça va permettre d'empêcher la surmédication qui sera contrôlée. Et puis, petit point sécurité aussi, parce qu'on parle quand même de médicaments qu'on va installer dans la maison. On ne pourra l'activer qu'avec une empreinte digitale comme un smartphone. Donc, personne d'autre que nous ne pourra avoir accès à ces comprimés. Sécurité enfant en passant. Exactement. Et donc, c'est un distributeur connecté. Oui, grâce à une antenne 3G, effectivement, qui sera intégrée au pilulier. On pourra communiquer, le pilulier va communiquer avec l'application et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. C'est-à-dire que le patient pourra donner tous les jours des nouvelles informations sur son suivi de traitement. S'il prend du poids, s'il a des effets secondaires à cause du traitement par exemple, tout changement, il pourra les mettre dans l'application. Il pourra aussi gérer évidemment, changer son créneau de plage horaire de prise de médicaments. Et ça c'est important parce que ça va permettre aux médecins traitants, au personnel soignant d'avoir accès aussi à ce suivi en temps réel et on pourra ajuster le traitement. Donc il va communiquer avec les médecins, les hôpitaux. Oui, exactement, parce qu'en fait ce sera une véritable plateforme de télémédecine. Et c'est là aussi où TESS prend toute sa valeur, parce que si par exemple on va faire des analyses, on recevra sur cette application les résultats d'analyse autant que l'hôpital, les praticiens qui nous entourent, le médecin, le spécialiste. Et donc, si un jour on a des mauvaises analyses ou si un jour on a un problème d'effet secondaire, le soir même, on peut réduire notre dose. Le soir même, on peut adapter notre dose de médicaments et ça va être très intéressant. Alors, ça veut dire quand même que cette plateforme, elle doit être compatible avec les logiciels de santé. Oui, et TESS a réussi à développer une plateforme qui assure l'interopérabilité de tous les logiciels professionnels avec son application. Autrement dit, un médecin de son bureau pourra garder la même plateforme pour utiliser l'application TESS. Donc, ça va permettre de proposer TESS finalement dans tous les hôpitaux. En un mot, premier destinataire de cette technologie TESS? Le service cancérologie, en mars, on déploie dans 4 hôpitaux pour commencer dans le service cancérologie pour les patients qui auront une chimiothérapie médicamenteuse. Mais ensuite, évidemment, ce sera accessible à tous. En un mot. Merci Cécilia Sévry. C'est l'heure de votre Lab Startup, il faut filer, on change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces décryptages des polémiques et ces découvertes également en fin d'émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.